Bonjour, merci et bienvenue pour notre émission La Voix des écrivains, une émission un peu particulière aujourd'hui parce que je reçois le poète Jean de Monarga, qui est le parrain de cette émission. Vous savez, les grandes plumes viennent, présenter leurs livres ici. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le parrain de cette émission, comme je viens de le dire, Jean de Monarga, qui est mon invité. Merci beaucoup. Voici notre première séquence. Mon invité. Jean de Monarga s'est révélé comme chercheur à la Sorbonne, à l'Institut des études francophones, sous la direction du professeur Jacques Chevrier, en l'an 2000. Il a fait des études supérieures en lettres modernes classiques, en littérature africaine et en journalisme. Il a exercé comme professeur de français au lycée et journaliste à Télé Congo de 1977 à 1979. Il remporte le premier prix des émissions francophones avec l'émission juridique de la plainte à la barre. Il finalise ses études en recherche à la Sorbonne en l'an 2000, année où il débute sa carrière d'écrivain, fabuliste par la publication de son recueil de fables « L'école des rois ». Voici notre deuxième séquence, le livre de l'auteur. Je suis très ravi de vous accueillir. Êtes-vous prêt de passer une heure dans cette émission La Voix des écrivains, Jean de Monarga? Avec un immense plaisir. Bien, merci beaucoup. Vous venez de suivre la présentation que je viens de faire concernant votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le plus haut diplôme que vous avez obtenu? Bon, je vais vous faire un contre-pied. Les diplômes scolaires font partie de la vie scolaire, de l'apprentissage. Mais il y a les diplômes de la vie. Dans les diplômes de la vie, le plus haut diplôme que j'ai remporté, c'est d'avoir porté sur mes frêles épaules le cercueil de mon père que j'ai accompagné à l'église. Parce que dans la vie d'un homme, il y a des actes qui n'existent qu'une fois, comme la naissance. On peut fêter des anniversaires, mais la naissance, il n'y en a qu'une. Alors, accompagner quelqu'un qui vous a donné la vie vers sa dernière demeure, ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois, les circonstances ne le permettent pas. Mais ça fait de vous, ça vous donne une dimension. D'ailleurs, tout le monde va se rappeler de l'enterrement de Bernard Tapie. Oui, oui. C'était pathétique de voir Basile Boli porter le cercueil de Bernard Tapie, qui fut, on va dire, son père footballistique. Bien, le recueil de fables, mais pourquoi la réédition? Alors, la réédition, parce que d'abord, sans me jeter des fleurs, ce recueil est un bijou à verser au patrimoine de la sagesse et de la philosophie bantoue. Lorsque j'ai demandé à Sonny Labotanti, quel est l'écrivain qui vous a le plus inspiré, il m'a dit, c'est ma grand-mère. J'ai pensé qu'il se foutait de ma gueule. J'ai reposé la même question. Il m'a répondu, mais c'est ma grand-mère. Je lui ai dit, mais il y a Sonny, votre grand-mère écrivait. Il m'a dit, mais non, pas du tout. Elle disait des contes. Elle était de l'orature. Et nous sommes de l'écriture. Mais avant d'aller à l'écriture, nous passons par l'orature. Donc, ces fables, la fable est africaine. Oui. Il faut le comprendre. Je me suis inspiré de mon père spiritueux, Jean de La Fontaine, lequel s'était inspiré de Ésope. Ésope était un conteur
un esclave noir à Athènes, donc en Grèce, il était tellement bon conteur qu'on lui avait donné sa liberté. Et les bourgeois de l'époque, lorsqu'ils invitaient, lorsqu'ils faisaient des fêtes, il fallait le faire avec Ésope. Et je suis donc le petit-fils spirituel d'Ésope et le fils spiritueux de Jean de La Fontaine. Parce que Ésope, La Fontaine, Jean de Monargat, la boucle est bouclée. D'accord. Mais Jean de Monargat, qu'est-ce qu'une fable? Alors, une fable, c'est un récit, c'est un apologue. Vous allez me dire qu'est-ce qu'un apologue? Bien sûr. C'est un récit qui se termine par une leçon de morale. Et lorsqu'on voit en ce moment-ci la dépravation des mœurs, je n'ai pas honte de me dire moraliste. D'ailleurs, dans la palabre africaine, lorsque nous discutons pour palabrer, il arrive que le sage dise une fable, mais non pas en entièreté. Il parle de l'apologue, de la leçon de morale, ce qu'on appelle couramment la sagesse. D'accord. Vous êtes tombé dans la littérature par la poésie? La poésie, en fait, nous tombons dans la connaissance par la poésie. Nos mamans sont des grandes poétesses parce que le premier poème que j'ai appris, c'est Ma main. Voici ma main, elle a 5 doigts et tout le monde s'en rappelle. Après, ce fut Victor Hugo. Viens, j'ai des fruits d'or, j'ai des roses, je te dirai des douces choses et peut-être tu souriras. Alors on disait à la fin Victor Hugo. Mais moi, je ne savais pas qui était Victor Hugo. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous vous jugez sévère dans l'écriture? Oui, parce que je suis un perfectionniste. D'ailleurs, le recueil que j'ai remis au goût du jour, Oui. l'école des fables, a une suite qui va sortir l'année prochaine. Nous nous retrouverons, j'espère, ici pour présenter l'école des fables numéro 2, parce que j'estime que le travail humain n'est jamais fini, qu'il y a toujours quelque chose à corriger. C'est comme ça que nous sommes arrivés de la pirogue au sous-marin. On a toujours cherché à perfectionner. Et nous sommes, en observant l'oiseau, l'homme a inventé l'avion. D'accord. J'ai lu votre recueil de fables, mais la seule envie que j'ai eue, c'était de relire votre recueil. Alors, merci. Merci beaucoup, Denis Malanda. Vous permettrez que je parle un peu des figures de style. Oui. Lorsqu'on arrive à la troisième fable qui s'appelle Le Roi, je présente un roi qui se chauffe au feu et qui est gêné par la fumée. Alors, c'est un sonnet, c'est-à-dire que c'est un poème qui est écrit en 4 strophes, donc 2 quatrains et 2 tercets. Oui. C'est la figure de style la plus ancienne. C'est-à-dire que depuis les Rabelais, le poète s'exprimait en sonnet. C'était très sévère, c'était très encadré. Des vers à 12 pieds, des vers à 8 pieds. Donc, quand les Racine, les Molières, les poètes de la Pléiade écrivaient, c'était très, très, très encadré. Il fallait respecter. Bon, j'ai voulu me lancer dans ce style et le maîtriser avant d'aller vers le poème libre. Parce qu'en ce moment-ci, je suis très heureux de constater que nos jeunes dans la cité sont dans la poésie, oui. Le rap, il y a des bons écrivains, il y a de la bonne semence dans le rap. Bon, il y aurait des choses à dire compte tenu de la thématique, mais moi je les admire. J'admire les beaux textes. Oui. Je suis un amoureux de la langue française, oui. Et je vais vous avouer une chose, mais ne le dites pas aux policiers, je suis un obsédé textuel. Pas sexuel, mais textuel. Textuel. Merci beaucoup, Jean de Monargat. Mais dans le lion et le lionceau, c'est rare de voir un lion chasser un éléphant. Hein, parce que j'ai l'habitude de suivre des documentaires à la télé,
Mais c'est vraiment rare de voir un lion chasser un éléphant. Ben, justement, La Fontaine a dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais nous constatons dans la vie qu'il est plus facile de s'attaquer aux plus faibles. Oui. Donc, dans cette fable, le lion conseille à son fils, le lionceau, de ne pas s'attaquer à l'éléphant, de choisir plutôt la biche ou des gibiers. Parce que la biche est faible. Ah oui. Donc, les forts entre eux s'évitent, ils se respectent. Et ils préfèrent regarder du côté des faibles pour aller chercher leur beefsteak. Oui. Mais dans les fables que vous avez écrites, j'ai remarqué une chose, vous parlez plus d'animaux que des êtres humains. Mais pourquoi les animaux, mais pourquoi pas les êtres humains? Alors, cela me permet de résoudre beaucoup de problèmes. Je suis d'origine congolaise. Oui. Et au Congo, du temps de socialisme pur et dur, il y avait une commission de censure. Oui. D'ailleurs, mon aîné, Dongala, oui. a eu son livre Jazz et vin de palme censuré. Et quand je vois l'écriture des écrivains qui écrivent à partir du Congo, ils préfèrent aborder des thèmes qui les exposent le moins possible. Alors, Sylvain Bemba m'avait dit, si vous voulez parler de l'arbre, vous n'êtes pas obligé de la décrire en entièreté. En parlant de l'ombre, le lecteur est assez intelligent pour comprendre qu'il s'agit de l'arbre. De l'arbre. Ah, d'accord. Oui. Et Jean de La Fontaine, fabuliste à la cour du roi Louis XIV, pouvait se moquer du roi et rire avec le roi sans que le roi se sente vexé. On sait très bien que c'est une allégorie. Le lion représente le pouvoir. Oui. L'âne représente le bas peuple. Et je passe donc, la fable nous permet d'aller vers un safari animalier, mais nous jonglons. Le lecteur est suffisamment intelligent pour comprendre que lorsque je parle du lion, mais il y a du lion dans tout homme, parce qu'il y a des personnes qui sont plus féroces que les lions. Et ceci étant, l'homme a un côté animal. On dit que c'est un animal intelligent. Mais l'animal aussi nous donne des leçons de sagesse. Oui. Je vais vous dire une chose, les animaux ne se font pas la guerre. Deux mâles peuvent se battre, mais ils n'iront jamais chercher à tuer, à exterminer tout un peuple. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon, Jean de Monarga, est-ce qu'une fable peut échapper à la censure? Lorsque les censeurs ne sont pas vicieux, la fable passe à travers les mailles du filet. Parce que qui va me dire que le lion dont je parle dans mes fables serait cette personne? Ouais. Personne ne saura, d'ailleurs. Personne ne saura. Ah, oui, d'ailleurs, c'est fait exprès. Merci beaucoup, Jean de Monarga. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième séquence, le plaisir de lire. Le lézard et le cabri. Sait-on pourquoi le lézard ne se mange pas, alors que bon nombre de ses compères, tels que les escargots, les grenouilles et les chenilles, tiennent la vedette dans nos recettes? C'est ce que je vais vous conter. Quand Caïn fut chassé du paradis, Dieu dit aux animaux de se méfier des hommes. Et depuis l'aube des temps, le lézard se sauve. Au moindre bruit, il détale, cavale de dalle en dalle, se fait la malle, sous les pétales ou les dédales à dos d'âne. Lui qui n'a ni croque ni venin, n'a que sa fuite pour survivre. Alors de tout, il se méfie. Un cabri qui rumine en paix voit le lézard se tailler à la vue du maître qui vient. Tu exagères, c'est mon bon maître, monsieur Séguin, un brave pépère très gentil. Regarde, je lui bouffe dans la main.
Il m'a construit une étable. Moi, l'hiver, je suis bien au chaud. Avec Biquette, mon épouse, nous avons du foin. À part un petit rhume, tout se passe très bien. Si l'ours ou le loup rôde, il aura une triste fin. Et que lui donnes-tu en contrepartie? Demande le reptile au mammifère. Pas grand-chose. L'homme reste un abruti. Chaque matin, il vient prendre un peu de lait. Ma chèvre pense que c'est pour le boire. On ne veut pas en faire un fromage, mais du lait à cet âge. C'est grand, mais ça reste des enfants. Quant au mouton, mon cousin des Alpes, le pauvre, sa brebis ne donne pas autant de lait. Eh bien, pour être bien traité, on lui tond tout juste un peu de sa laine. L'homme n'a pas assez de poils pour vivre comme nous. Ça ne fait rien du moment que ça repousse. N'ayant ni lait, ni laine, le lézard se tient à l'écart à tout hasard. Un jour, il passe devant un abattoir, voit des boucs descendre d'un grand camion, décide d'attendre pour prendre des nouvelles. Attend, patient, méfiant, constant, puis se fait impatient. Il file, défile et se faufile dans cet amphi. Retrouve ses comparses sous forme de filets et faufilés. Le cabrier en pièces détachées a perdu sa tête. Il y a de la viande hachée. Alors, sans perdre une minute de plus, le lézard se calte pour éviter ce terminus, préférant être un couard qui détale plutôt qu'un téméraire qu'on étale. Jean de Monarga. Le taximan de l'abbé Nkunku. Monsieur l'abbé Auguste Nkunku, un jour est rentré dans la légende. Il lui a suffi de prendre un taxi. C'était un court bonhomme au sourire étrange. Son exploit se compte à toutes les veillées. Écoutons la fable, ça nous évitera le déplacement. Le curé de Ngoma Tsetse, piqué par on ne sait quelle mouche, haile un taxi et se fait conduire à travers toute la ville. Il va visiter ses fidèles, sa famille, ses amis. Il a gardé ce pauvre diable de chauffeur de 8 à 17 heures. Puis se fait enfin reconduire à la gare, où son train doit partir dans quelques minutes. Au moment de se séparer, le conducteur, bon chrétien, n'ose réclamer son dû. Attend que l'homme d'église fasse le geste. Ce dernier comprend qu'il va falloir cracher le morceau. Il fouille, farfouille, tripatouille, aille la trouille. Il ouvre, se découvre, entr'ouvre, trouve, ouf. Il glousse, tous en douce, pouf, sort un chapelet en perles noires. Le lui tend en disant, « Je te bénis, mon fils, et que le ciel te récompense. » Puis fait volte-face, saute dans son train. Le taximan n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. Manque de retenue au diable la piété. Il jure, injurie, juge et blasphème, fait un bras d'honneur. Pousse-t-il griller en enfer l'homme à la soutane? Ce triste chapelet ne peut faire son affaire. Il veut du grisby, de l'oseille, des sous et des dessous.
des espèces du catch et de coupure, dont toute imitation peut coûter cher. Dieu l'a entendu. De retour à son taxi, deux clients se le disputent. Ils habitent chacun aux antipodes de la ville. Prêts à se battre pour l'avoir, il les embarque. Dès qu'il en dépose un, arrive un troisième. Puis un cas d'urgence l'envoie en banlieue. Sur le chemin du retour, on lui propose le triple. Il va de plus en plus loin. Il roule et amasse pas mal de flouze. Il court, tourne, se courbe, course sur course. Ça se corse, ça l'écorche. Il se torche, mais en poche. Il s'accroche, ça devient moche. Il décroche la sacoche. Crevé, à peine rentré chez lui, on tambourine à sa porte. Une voisine doit accoucher. De retour de l'hôpital, il est 6 heures. Il ne s'arrête plus à l'appel des clients. Fonce à la gare, puis au village du révérend. Il se confesse en ces termes. « Bénissez-moi, Padre, car l'argent ne me rend pas heureux. Jean de Monarga. » Bien, merci, chers téléspectateurs, vous nous suivez. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel. Il s'agit du poète Jean de Monarga. Bien, dites-nous, Jean de Monarga, combien de temps a pris l'écriture de ce recueil de fables? Parce que je les ai comptés, au total, il y en a 42. Ah, bon, le temps littéraire ne correspond pas au chronomètre, dans la mesure où l'écrivain est dépendant de son inspiration. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis intelligent. Je les rassure, c'est faux. Donc, vous n'êtes pas intelligent? Non, 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 pas plus que vous. Ah, mais Jean de Monarga, moi, je reçois beaucoup de messages, des émissions que nous avons déjà tournées concernant votre participation. Disons, la première émission que nous avons tournée, c'était l'émission sur Jean de Monarga. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Je parle de ma sœur qui est au Canada, Léontine Tsibinda, qui m'a dit que Jean de Monarga est intelligent. Et là, vous dites que vous n'êtes pas intelligent, mais je ne comprends rien, absolument rien. Alors, je confirme, je ne suis pas plus intelligent que le commun des mortels, mais je suis inspiré. Ah, vous êtes inspiré. C'est là toute la différence. Ah, d'accord. Donc, il y a S'il vous plaît, avant, je ne vous coupe pas la parole, vous dites que vous êtes inspiré. Est-ce que l'inspiration est divine? Bon, pour ceux qui sont dans la spiritualité, la réponse est oui. Mais on peut dire oui et non, parce que lorsqu'on prend des chansons, il y a des cadres différents. Il y a la chanson sacrée et la chanson profane. Donc, je pense que dans la chanson sacrée, l'inspiration est divine. D'ailleurs, les grands maîtres, les grands classiques, les Beethoven, ne cachaient pas l'origine et la nature de leur inspiration. Ah, d'accord. Donc l'inspiration peut ou ne pas être divine. Mais je vais préciser une chose. Elle peut être donc spirituelle. Elle peut être spirituelle. Bon, maintenant, quelle différence y a-t-il entre l'inspiration spirituelle et l'inspiration divine? Bon, mais le fruit ne tombe pas loin de son arbre. Lorsque le lecteur, ou l'écrivain plutôt, s'adresse à un public précis, dans le sens de la spiritualité, il lui faut une inspiration divine. Absolument. Mais lorsque cela est récréatif, dans la danse, vous permettrez, vous le savez, que ce n'est pas dans une boîte de nuit qu'on va s'inspirer des choses divines. Remettons chaque chose à sa place. On peut dire que le milieu n'est pas sain. Pas du tout. Quoique
que la danse, c'est la santé. Oui, bien d'accord. Mais Jean de Monarga, avez-vous été, disons, houspillé par vos aînés? Ah, j'ai été malmené lorsque donc j'amène mon premier manuscrit vers mon aîné Sylvain Bemba. Oui. Il fait venir deux grands écrivains, Sonny Labotanti et Maxime Ndebeka. Ah, Et je suis arrivé à leur rendez-vous avec 30 minutes de retard. de retard. Je ne manquais pas de toupet. Alors, Ndebeka m'a dit, écoute mon petit, tu n'es pas sérieux, sache que la ponctualité, c'est la politesse des rois. Ah, Donc j'avais gaffé. Et après, chacun d'eux m'a fait sa petite remarque. Alors j'ai été lessivé. On m'a dit que mes écrits ne valaient rien, c'était des états d'âme. Alors Sonny m'a dit, écoute mon petit, parmi tout ce que tu as écrit, j'ai aimé la fable. Et je pense que tu es fabuleux. Je suis fabuleux. Il dit, oui, oui, j'aimerais que tu m'écrives tout un recueil où il n'y aurait que des fables. Je dis, je ne suis pas La Fontaine. Non. En fait, ça, je ne lui ai pas répondu. Alors, Ndebeka m'a dit, quitte les états d'âme, oui. va vers la littérature, si tu le peux. Et Sylvain Bemba m'a appris la prudence. Alors, par contre, Dongala m'a appris l'audace, L'audace. le panache. Et en revenant sur Sonny, il m'a appris l'indignation. C'est le moteur de mon inspiration. Parce que l'écrivain ne doit pas être tiède. Il est porteur des mots. Alors quand je parle des mots, M-A-U-X, X. des mots de ses contemporains. Il doit dire ce qui n'est pas dit. Maintenant, il y a plusieurs manières de le dire. Moi, je me sers de la fable parce que la fable est une litote. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'une litote, Jean de Monarga? Bon, alors, une litote, c'est une tournure de la stylistique, une figure de style qui vous permet de dire peu en parlant de beaucoup. Donc, dans les figures de style, comme j'ai eu la chance de faire quand même des études sous le conseil de mes parents, Oui. alors je me sers beaucoup des figures de style. J'utilise les pléonasmes, j'utilise les litotes, les Métaphores. synecdoques, les métaphores, les anaphores, tout ce qui fait la rhétorique de la langue française que j'aime beaucoup. Parce que la langue française, c'est mon pays. Ah. Pour moi, c'est mon pays. Elle me permet d'exprimer ce que je veux dire dans la mesure où je le fais à partir de ce que j'ai pu apprendre. Jean de Monarga, mais quels sont les poètes qui vous ont ensemencé? Ah, les poètes qui m'ont ensemencé, j'ai parlé de Victor Hugo, je peux parler de Lamartine, mais je vais parler de Aimé Césaire. Quand j'ai lu Cahiers d'un retour au pays natal, j'ai pris un punch. Qui a fait le tour du monde, hein? J'ai pris un punch. Au début, je n'y comprenais rien. Rien du tout. Et je me suis efforcé. C'est pour cela que lorsque j'écris, on me reproche d'avoir une écriture un peu châtiée, Oui. d'un niveau universitaire. Bon, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est tout ce que je sais faire. C'est-à-dire que je ne sais pas moins faire et je cherche à mieux faire. Donc, Senghor m'a effleuré, mais Césaire m'a ensemencé. C'est-à-dire que j'ai cherché non pas le plagier, mais à faire passer mes messages
de manière à ne pas laisser le lecteur indifférent. Et moi, je revendique mon écriture. Oui. Je dis que c'est l'écriture pili-pili. Vous connaissez le petit pili-pili, Ouais, monsieur Deli. ouais. J'espère, C'est vous le en piment, goûtez non? de temps en Ouais, temps, c'est le ouais. piment. Oui. Alors le piment, on l'aime ou on l'aime pas, mais vous n'êtes pas insensible. Lorsque vous goûtez une soupe et qu'elle est saucée de pili-pili, là, Oui. pour ceux qui aiment, c'est un délice. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas, ils courent boire un verre d'eau glacée. Mais d'accord, bien. Jean de Monarga, bien, ce que je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire que nous sommes une civilisation d'orature? Parce qu'au début de cette émission, vous venez de le dire qu'il y avait les grands-mères qui transmettaient tout leur savoir de façon oratoire. C'est ce que je voulais savoir maintenant pour les téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce que nous sommes une civilisation d'orature? Je dis oui, oui et oui. Alors, l'orature, la première orature est contée, dite par les griots. Le griot, dans le village, venait faire des éloges. Il contait l'histoire, l'historique de tout un peuple. Et, tenez-vous bien, la musique rap. Oui. Mais la musique rap a pour matrice l'orature des griots. Cependant, comme nous sommes aussi une civilisation de la mémoire, donc ce que nous disons oralement, nous avons réussi, grâce à la technique, à le fixer sur des supports. Mais, au départ, c'est la voix, c'est la parole. Donc nous sommes bien de l'orature et nous sommes passés à l'écriture. Donc, ce qui se fait qu'il y a un métissage, une complémentarité entre l'orature et l'écriture. Et moi, j'aime les bons parleurs, les tribuns, les gens qui vous prennent en haleine. J'admire beaucoup d'hommes politiques. Bon, maintenant, il y en a moins. Mais avant, il y avait les Georges Marchais. Moi, je ne ratais pas une émission de Georges Marchais. Il avait Alors, Jean de Monarga, j'ai lu une autre fable qui m'a beaucoup plu, la doctrine. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans la doctrine? Alors, la doctrine, lorsque nous parlons de doctrine, nous voyons les dogmes. Mais nous voyons les philosophies. On nous impose un certain nombre de choses plus ou moins véridiques. Et de la doctrine, nous passons à l'idéologie. Oui. Et l'idéologie peut être dangereuse. Parce que l'idéologie est très clivante. Il y a ceux qui pensent ceci et ceux qui pensent cela. Si vous n'y mettez pas de la tolérance, nous arrivons à l'affrontement. Donc, il y a des gens qui le font sincèrement. Mais il y a beaucoup de tartuffes qui se cachent derrière l'idéologie pour servir leur ventre. Je ne désigne personne, mais les exemples ne manquent pas. Et lorsqu'on parle des influenceurs, mais l'influenceur a sa doctrine. Il veut vous faire comprendre que ce qu'il dit est vrai, même quand c'est toxique. Et la doctrine est dangereuse, parce que lorsqu'on parle du fascisme, le fascisme, c'est une doctrine dangereuse qui a fait des millions de morts, et malheureusement, qui n'est pas, c'est une doctrine qui n'est pas morte, qui revient de temps en temps. Donc on doit faire très très attention. Dans les religions, on parle des dogmes, mais la religion peut devenir une dictature de la pensée. Oui. Et moi, je suis un ministre anti-dictature. Je combats la dictature de la pensée. Je combats la dictature du pouvoir. Je combats la dictature de la doctrine. Les gens qui veulent s'imposer en disant c'est nous qui avons raison, quand bien même ils sont convaincus qu'ils ont tort. Ils ont tort, oui, c'est vrai. Bien. Quelle différence faites-vous, Jean de Monarga, entre les littératures de formation et les littératures d'inspiration?
Alors, la littérature de formation, toute littérature est d'inspiration, sinon on parlerait de plagiat. Cependant, lorsqu'on parle du cadre de certaines littératures, on peut se servir de certains livres pour la formation des hommes. On peut même créer des livres rien que pour la formation des hommes. Alors, lorsque je prends un dictionnaire, un dictionnaire, écoutez, vous ne le lisez que par besoin. Vous cherchez la signification d'un mot. Donc ça, c'est pour former. Et il y a les littératures de loisirs. On lit un bon roman, on lit un bon poème pour se recréer. Alors, en ce moment-ci, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Et je me suis rendu compte que les gens lisent de moins en moins. Je demande d'ailleurs aux intellectuels combien de livres ont-ils lus après être sortis de l'université, lorsqu'ils sont dans la vie active. Pas beaucoup. À chacun de répondre à cette question. Pas beaucoup. Malheureusement. Bon, la faute est partagée. Oui. Il y a des livres qui sont nuls, il faut le reconnaître. Oui. Mais il y a des livres qui donnent envie de lire. Oui. Et vous m'avez fait plaisir quand vous m'avez dit que en feuilletant mon recueil. Oui, l'école des rois, franchement, je vous ai dit, la seule envie que j'ai eue, c'était de relire la fable, disons ce recueil de fables de Jean de Monargat, l'école des rois. L'école des rois, de toutes les façons que vous allez trouver facilement, je crois, dans toutes les librairies. Mais vous continuez la façon de faire la différence entre la littérature de formation et la littérature d'inspiration. Donc, lorsque nous sommes inspirés et que nous écrivons, il faudrait se rendre compte, se mettre aussi à la place du lecteur. Oui. L'écrivain est son premier lecteur. Et l'écriture, c'est un métier. On ne devient pas écrivain autoproclamé. Moi, je dis que tout le monde doit écrire, mais tout le monde doit chercher à bien écrire. J'ai lu beaucoup de temps en temps, je tombe sur des écrits des aînés ou des collègues, bon, que je juge audacieux dans la mesure où ils sont moins intéressants ou bien l'expression laisse à désirer. Il faut avoir l'humilité d'aller vers l'écrivain, de lui dire voilà ce que j'ai écrit, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Il y a celui qu'on appelle le nègre. Ouais, le nègre, il va réécrire professionnellement. Et mettre, disons, ce qu'on appelle la mise en forme. Très bien. Très bien, c'est bien. Merci ça. de me compléter, Denis Malanda. Donc, lorsque vous êtes inspiré, l'inspiration ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Mais il faut reconnaître ses limites. Moi, je suis à l'aise. Je peux écrire des poésies. Je me revendique être poète. Je suis un ogre, un boulimique de l'écriture. J'avale les mots, j'aime les mots. Je suis un jazzman, c'est-à-dire que je jazz les man. Donc, tout en faisant le jazz à partir de l'écriture. D'ailleurs, ma voix cassée rappelle celle de Louis Armstrong, Satchmo. Mais justement, Jean de Monargat, on vous reproche quelque chose. Par exemple, ce recueil de fables, il y a des fables, franchement, qui ne sont pas accessibles pour tous les lecteurs. Est-ce que vous reconnaissez cela? Oui, je reconnais cela et j'invite les lecteurs, lorsqu'ils tombent sur une fable où nous ne sommes pas en symbiose du point de vue de la pensée, d'abord de la relire, ensuite d'avoir recours, l'humilité, d'ouvrir son dictionnaire. Son dictionnaire, oui. Pour voir la définition des mots. Pour voir la définition des mots, et tout se clarifie. Alors, lorsque j'écris, je disais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Il y a des gens avec lesquels on a plaisir de discuter. Moi, j'ai le plaisir de discuter avec vous.
Denis Malanda. Vous m'apportez toujours quelque chose. J'espère que c'est la même chose en ce qui me concerne. Mais bien sûr, à chaque fois, lorsqu'on discute, on s'enrichit mutuellement. Et je tire profit toujours, d'ailleurs. Moi également. Et quand j'étais plus jeune, j'allais écouter des aînés qui s'exprimaient bien. J'allais écouter Lenga Placide. J'allais écouter Ngabo Alexis. J'allais écouter... Bon, je ne veux pas mettre à les citer, je ferai des jaloux. Mais nous avions des aînés, les Samba Zakari. C'était la plupart des juristes. Mais qui avaient un parler... l'art oratoire. On me disait, sujet, verbe, complément. Jean de Monarga, on va continuer notre émission. Elle est tellement belle. Bon, une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes satisfait de votre recueil de fables? Je posais la question à mes lecteurs. Parce que moi, je suis un perfectionniste. Et je veux dire, peut mieux faire. Et doit mieux faire. C'est pour cela que j'ai sorti le recueil L'école des rois numéro 2. Et j'espère qu'il y aura peut-être l'école des rois numéro 3. Mais justement, j'allais en venir parce qu'en dehors de l'école des rois, est-ce que vous avez encore quelque chose? Oui. Et j'en profite pour dire que l'année sabbatique pour moi est passée. Parce que l'école des rois numéro 1 est sortie en l'an 2000. Or, 20 ans se sont passés. Bon, donc en 20 ans, que s'est-il passé dans cette petite tête où j'ai perdu tous mes cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, vous avez raison. Quand je vous ai connu, vous avez des cheveux, maintenant vous ne les avez plus. Oui, donc on parle de chantier. Alors, cette année-ci, je vais sortir 4 recueils de fables. Donc il y a l'école des rois, numéro 1, qui va se retrouver à la FNAC et chez Amazon dans une semaine parce que mon éditeur est en train de remplir, de faire toutes les formalités administratives. Au mois de mai, je vais sortir dans l'enfer du génocide du Poul. Parce que moi, j'ai été en tourisme forcé dans les années 98, 99, dans les forêts du Poul. C'est au sortir de là, pour avoir échappé à la mort, je me suis dit, il faut que je me mette à l'écriture. Les projets étaient là, mais je prenais mon temps. Et là, j'avais compris que je ne serais pas immortel, il fallait que je m'y mette. Et au mois d'octobre, je vais sortir le Panthéon des Justes. Alors là, c'est dans un autre cadre, j'ai énuméré les personnalités qui m'ont marqué. Mais j'aurais appris, je ne sais pas si c'est vrai, j'aurais appris que vous allez parler aussi de Mbemba Tostao, non? Ah oui, c'est vrai? Oui, alors Mbemba Tostao, bonjour Tostao, c'est mon champion. Alors, Mbemba Tostao, je vais vous le dire, vous avez la primauté. Mbemba Tostao a marqué je ne sais pas combien de buts, 300, bon, j'ai applaudi. Mais je pense que en dehors de Yaoundé, il a remporté une coupe parce qu'il a sauvé des vies. Je n'en dis pas plus. Et ça, j'ai tenu à le retenir dans le recueil qui va sortir en octobre. Le Panthéon des Justes. Alors, un juste, c'est quelqu'un qui sauve des vies pendant la guerre. Pendant une guerre. Donc, moi, je lui ai décerné la médaille du juste. Et comme je suis Congolais, comme vous êtes Congolais, Denis Malanda, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Moi, je suis poète, mais j'ai admiré d'autres poètes, les chanteurs. Alors, à l'époque, dès qu'un disque sortait, des disques vinyles. Mais c'est sûr que Franklin Boukaka doit figurer, là. Il ne peut pas manquer. Hein? Alors, parce que c'est, comme je l'ai dit, Franklin Boukaka, c'est le chanteur 5 étoiles, le plus grand chanteur du Congo-Brazzaville. Je peux me tromper,
mais je suis quand même chroniqueur de musique, je m'y connais un peu. Bon. Donc, il sera... Mais vous n'avez pas tort. Ah, Vous n'avez pas tort. Merci beaucoup. Donc, dans Pont sur le Congo, Pont sur le Congo, oui. j'ai fait l'éloge Oui. parce que je suis un grand mélomane. Ah oui. J'aime toutes les musiques. Vous êtes un mélomane dans l'âme. Exactement. Donc, j'ai parlé de Pamelo Munga, Oui. de Franco, Franco. de Franklin, de Tabouley, de Simaro Massia, de Joski, de Zao, de Jacques Loubello. Donc, j'ai parlé même de Jacob de Varieux, j'ai parlé de Bob Marley. Alors, on m'a dit, mais comment de la rumba, Oui. vous parlez de Bob Marley? Je lui ai dit que la rumba, c'est la mère des musiques. Oui, on le dit même en espagnol. Et la rumba est la madre de la salsa. Ça, oui. Je peux dire muy bien. Oui. Comprendo un poco la lengua castellana. Allez-y, Jean de Monarga. Donc, j'ai pris plaisir et c'était un devoir pour moi. Et j'ai été émerveillé. J'étais rempli de joie de savoir que la rumba était classée au patrimoine immortel de l'UNESCO. Bon, moi, je n'avais pas attendu cette nomination. Je m'y étais déjà mis. Et donc, j'ai parlé de certains musiciens. Mais c'est pour ceux qui ne figureront pas dans ce recueil, qu'ils ne m'en veuillent pas. Je les aime tous. J'aime toutes les musiques. Mais humainement, je n'aurai pas le temps d'écrire un poème pour chaque musicien. D'accord. C'est impossible. Bien, juste avant de refermer cette émission, je vais vous présenter des nouveaux livres en dehors de, disons, le recueil des fables de Jean de Monargan, L'école des rois. Bien. Donc, en dehors de ce recueil, nous avons le livre de Claudine Olivia Marie-Joseph, le titre « À la rencontre d'héros, Philia et Agapé ». Ce livre aussi, vous pouvez le trouver en librairie. Bien. Ensuite, j'ai le livre de Bineka Daniel Lissouba, qui vit au Canada. Elle m'a envoyé ce livre. Il vient de sortir. Et vous pouvez aussi le trouver en librairie. Donc, Jean de Monarga, nous sommes pratiquement, comme je l'ai dit, à la fin de notre émission. Quelles sont vos impressions? Bien, c'est un grand merci. Merci de me suivre. Et je remercie surtout ceux qui ont été très réactifs dans mon cercle, qui, dès qu'ils ont appris la nouvelle, se sont précipités pour acquérir ce livre. D'ailleurs, avant qu'il ne paraisse à la FNAC et sur Amazon, en prenant contact avec mon cher cadet, le plus cher de mes cadets, Denis Malanda, il va vous orienter vers moi et je me ferai un honneur et un plaisir de vous le faire parvenir. Alors, un grand merci pour ceux qui me suivent et qui sont rassurés. Nous sommes là, nous sommes en train de nous accaparer de votre parole parce que malheureusement, la médiocrité a été tonitruante. Je pense que le temps de la connaissance et de l'excellence est arrivé. J'invite tous ceux qui sont inspirés, surtout les jeunes, de se mettre à écrire. Ils sont notre mémoire. Ils ont ce devoir de mémoire. Et en ce moment-ci, je parraine un certain nombre de jeunes qui viennent vers moi. J'estime que je remplis mon devoir et que je leur apporte bénévolement le peu que je sais. Moi aussi, il y a des gens qui ont contribué à ma formation et je suis à l'âge où on remet le bâton de pèlerin. D'autres doivent continuer la route. Le Congolais, quand je suis arrivé à la Sorbonne, dès que j'ai dit que j'étais Congolais, les gens étaient curieux et se sont rapprochés de moi parce que nous avons des belles plumes,
des plumes excellentes. Il ne faudrait pas que ce lien soit coupé. Mais je remercie tous mes amis parce que pour moi, un lecteur, c'est un ami, c'est même un confident. De recueillir ma confidence. Et pour ceux qui ont des remarques, je n'ai jamais eu peur de la critique. La critique est la bienvenue. Malheureusement, les gens me disent « Ah, c'est très bien fait ». Bon, j'espère qu'ils le disent avec vérité, mais je vous invite désormais de me suivre dans mes prochaines élucubrations pour m'accompagner, pour que nous fassions le chemin ensemble. Et j'en profite pour dire que, pour parler un peu de l'édition La Plume Angélique, j'étais découragé parce que lorsque je soumettais mes écrits à certains éditeurs, j'avais une fin de non-recevoir. Alors un jour, mon fils manipule mon ordinateur et il tombe sur un texte, 2 textes, 30 textes, une trentaine de mes textes. Il me dit « Papa, tu as écrit tout ça ?» Je dis « Oui. » Alors qu'est-ce que tu attends pour publier? Je dis « Mais je n'ai pas d'éditeur. Ceux que j'avais contactés ne m'ont jamais répondu. » Il me dit « Papa, je dois devenir ton éditeur. » Je dis « Mais c'est pas facile, écoute, tu n'as même pas 30 ans. Si tu sais, c'est un milieu très fermé. » Il me dit « Papa, je vais le faire. » Et puis, un beau jour, il est revenu après ses recherches, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il me dit « Papa, par quoi va-t-on commencer ?» Je lui dis « Bon, l'école des rois, puisque cette édition est épuisée. » Et l'école des rois est là. Alors, je demande à vous, les jeunes, d'être à la hauteur pour nous remplacer intellectuellement, d'aller vers l'excellence. Encore une fois, merci. Merci à Denis Malanda qui m'a toujours titillé, mais dans le bon sens. Quand je dors, il me réveille, il me dit « Mais grand frère, tu dors là. On doit faire quelque chose. » Qui a toujours cru en moi. Alors moi, je l'ai connu en train de compter des billets de banque. Maintenant, je le retrouve. Alors, je me permets de penser et de dire de lui que c'est un homme intelligent. Et alors, encore une fois, merci de m'avoir accueilli chez vous. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi. Je viens de recevoir Jean de Monarga, le poète, le grand poète. Il dit qu'il n'est pas intelligent, mais ça n'engage que lui. Et merci beaucoup pour les téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux sur notre chaîne 3.5. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver d'ici là, disons que dans un mois. Merci et bonne lecture.